Ce premier ministre qui négocie avec les grands de ce monde est l'ancien roi des Bulgares, Siméon de Saxe-Cobourg-Gotha, qui régna sous le nom de Siméon II de 1943 à 1946. Ce fut le plus jeune roi européen et son règne fut également le plus court. Siméon II de Saxe-Cobourg-Gotha est né en 1937 comme fils du roi de Bulgarie Boris III, lequel avait hérité le trône de son père Ferdinand Ier. Et donc il y a 3 générations successives de Saxe-Cobourg sur le trône de Bulgarie. La famille de Saxe-Cobourg est une moyenne famille dans la noblesse européenne, mais c'est surtout par ses alliances qu'elle acquiert une grande importance. La reine Victoria a épousé le prince Albert, qui était le prince consort, et ils ont eu beaucoup d'enfants. Le fondateur de la dynastie belge, Léopold Ier, était aussi un Saxe-Cobourg. Et ensuite, progressivement, par alliance, il se trouve apparenté à toute la grande noblesse européenne. Il est bien sûr apparenté par les Saxe-Cobourg au Windsor, mais il est apparenté par sa grand-mère Marie-Louise au Bourbon-Parme. Il est apparenté à la famille de Piémont d'Italie par sa mère Giovanna et par mariage avec l'aristocratie espagnole. Siméon II de Bulgarie est également apparenté à la couronne française. C'est essentiellement par la branche des Orléans, c'est-à-dire que son arrière-grand-mère était la fille du roi Louis-Philippe Ier. Donc il y a la famille royale belge, naturellement, le Luxembourg avec la grande-duchesse, feu la grande-duchesse Joséphine, aussi la Grande-Bretagne, évidemment, si on remonte au prince Albert, et même la reine Victoria même qui était à moitié Cobourg, et aussi la branche libérale au Portugal aussi. Ça fait qu'un tout petit duché comme Cobourg a donné pour pas mal de pays ou de familles. À la fin du XIXe siècle, nous sommes dans une Europe de monarchie et le nouvel État bulgare a été désigné pour être une monarchie par les grandes puissances. Les émissaires bulgares parcourent les capitales européennes en quête d'un candidat et se font renvoyer poliment de Belgique, du Danemark et d'ailleurs. Et puis c'est à Vienne que se présente une candidature spontanée, celle de Ferdinand de Saxe-Cobourg-Gotha. Le nouveau prince de Bulgarie, Ferdinand, le grand-père de Siméon, s'attela en premier lieu à l'aménagement de sa capitale. La Bulgarie se modernise. Tels des champignons, des fabriques, des écoles, des théâtres surgissent. Toute proportion gardée, le pays devient agréable à vivre. Ferdinand bâtit ses villas et ses résidences. Il invite des spécialistes étrangers pour dresser les plans de bâtiments publics élégants, pour construire le futur Orient Express qui désenclave le pays, pour tracer des routes. La Bulgarie peut devenir un État européen moderne, mais il y eut les guerres. À la fin de la Première Guerre mondiale, des mutineries éclatent dans l'armée bulgare. Les mutins marchent sur la capitale pour s'emparer du pouvoir et le seul moyen de sortir de cette situation dramatique, c'est l'abdication pour Ferdinand. Il cède donc le trône à son fils Boris et doit partir en exil vers le château de Cobourg en Allemagne, où il finira ses jours, d'ailleurs très âgé, après la Deuxième Guerre mondiale. Les Bulgares acceptent son fils Boris, âgé de 24 ans. Pas seulement parce qu'il est né en Bulgarie. Le jeune roi semble totalement différent de son père. Il correspond mieux au penchant démocratique d'une population sans traditions aristocratiques. Il se marie en 1930 avec Johanna de Savoie, fille du roi Victor Emmanuel III d'Italie. Après leur mariage en Italie, ils se rendent à Sofia, où la population les accueille triomphalement.
l'Église orthodoxe organise une liturgie pendant laquelle la jeune princesse devient la reine Johanna. Les fêtes organisées dans toute la Bulgarie sont grandioses et émouvantes. Ils auront 2 enfants, Marie-Louise et Siméon. Ils sont élevés dans les traditions des monarchies européennes. Dès son plus jeune âge, le futur héritier est éduqué pour prendre, le moment venu, la relève de son père. Ses précepteurs cultivent ses capacités d'épanouissement personnel, éveillent sa curiosité intellectuelle, son imagination et lui enseignent évidemment les langues étrangères. Ils ne le savent pas encore, mais l'histoire va s'accélérer brutalement et les heures tragiques arrivent très vite. La guerre mondiale a éclaté en septembre 1939 et la Bulgarie parvient à maintenir sa neutralité jusqu'au mois de mars 1941. C'est le 1er mars 1941 qu'elle adhère au pacte tripartite, donc elle a choisi l'alliance avec l'Allemagne nazie, et dès le lendemain, des troupes allemandes déferlent sur le territoire bulgare en tant qu'alliés. Dans la Deuxième Guerre mondiale, le rôle de la Bulgarie est exclusivement régional, à savoir que les troupes bulgares occupent des territoires grecs et yougoslaves, mais à chaque fois que Hitler réclame un effort de guerre bulgare sur le front de l'Est, le roi Boris, de façon extrêmement habile et d'ailleurs exacte, explique que les Bulgares étant fondamentalement russophiles, il ne peut pas exiger de son peuple une participation à la guerre contre les Russes. C'est tout à fait exclu. La volonté allemande de déporter les Juifs bulgares rencontre une résistance sans précédent dans toute la société. Aux premières actions de protestation initiées par quelques hommes politiques courageux se joignent la plupart des intellectuels et les plus hautes autorités de l'Église orthodoxe. Le roi Boris se laisse faire par ces manifestations venant de la rue, sachant que lui-même ne nourrit aucun antisémitisme particulier. Et donc les 50 000 Juifs de Bulgarie sont internés dans des camps en Bulgarie qui sont juste des camps de travail et non pas des camps de la mort, et ils survivront à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Quelques jours après une rencontre avec Hitler, en août 1943, Boris III décède brutalement. La Bulgarie le pleure. Son cercueil est exposé dans la cathédrale Alexandre Nevski pendant une semaine. Des Bulgares venant de tout le pays attendent des heures pour lui rendre un dernier hommage. Le pays est en deuil. Siméon est âgé d'à peine 6 ans. Un conseil de régence gouverne en son nom. C'est un véritable bouleversement dans la vie de ce jeune enfant ayant perdu son père. Il est proclamé roi par le Parlement. Il devient alors le plus jeune monarque d'Europe. Il n'y avait pas vraiment de cérémonie, parce qu'il n'y a pas de couronnement chez nous, c'est le Parlement qui proclame le roi, ce qui s'est fait d'ailleurs. Mais ça, il faut aussi penser que je voyais ça avec l'œil d'un enfant. Les personnes autour s'adressaient à moi comme elles s'adressaient à mon père, ce qui déjà était un choc. Et puis quelques mois plus tard, de voir que les officiers portaient l'initiale de mon père sur l'épaulette plutôt que celle de mon grand-père. C'est-à-dire que c'était moi qui avait remplacé mon père. Et ça m'avait énormément frappé. En septembre 1944, les troupes soviétiques entrent en Bulgarie.
Les 3 régents sont arrêtés et après un procès sommaire, condamnés à mort et fusillés. Sous la direction de Moscou, le gouvernement ne proclame pas tout de suite la République. Pendant 2 ans, toutes les lois seront promulguées au nom de Sa Majesté Siméon II. Ce n'est qu'en 1946, quand ils ont le contrôle du pays, que les communistes organisent un référendum qui abolit la monarchie en Bulgarie. La famille royale a 48 heures pour quitter le pays. Pour un enfant roi qui se voit chasser, c'est une expérience traumatisante. Ça, c'est le sort, c'est le destin. Enfin, moi, je n'essaie pas de dramatiser, mais bon, évidemment, les circonstances étaient de plus en plus pénibles. L'exécution de mon oncle et de toutes les personnes autour de nous, enfin 125 et quelques, n'est-ce pas, qui avaient été exécutés en février 1945, était vraiment traumatisante. Naturellement, tous ces événements se faisaient aussi, il faut le dire, grâce à l'appui, pour dire quelque chose, de l'Union soviétique. Ce n'était pas quelque chose qui était tout à fait autochtone, si je peux dire. La famille royale bulgare part pour l'Égypte, où se trouve déjà le grand-père de Siméon II, Victor Emmanuel III d'Italie, lui aussi en exil. C'était à Alexandrie, au port, lorsque nous sommes arrivés sur un petit navire turc. Et puis au port, il y avait mon grand-père, le roi Victor Emmanuel, qui nous attendait, et ma grand-mère, naturellement, la reine Hélène. Et puis j'ai été mis dans la voiture avec mon grand-père en tête à tête, que j'avais vu quand j'avais 2 ans, mais je ne me souvenais même pas. Et ça m'avait beaucoup intimidé. Et puis j'ai essayé de sortir les quelques mots d'italien que j'avais appris par ma mère. Et par la suite, j'ai su que grand-papa était très impressionné, avait même félicité sa fille qu'elle m'avait enseigné l'italien. Alors maman était persuadée que je ne comprenais pas un mot d'italien. L'enfant roi retourne à l'école et la vie reprend son cours comme pour tous les enfants du monde. C'était le Victoria College, qui était une très très bonne école que je pouvais fréquenter grâce au fait que c'était mes grands-parents d'Italie qui payaient, parce que nous n'avions pas les moyens pour une école pareille. En 1951, l'Espagne accorde l'asile à la famille royale bulgare, qui s'installe à Madrid. Là, je crois que c'était vraiment beaucoup plus facile. C'était déjà d'autres circonstances. C'était pas le drame de l'exil. C'était une continuation. Voilà. Alors là, j'ai changé. C'était le lycée français plutôt que l'école anglaise. Alors j'ai dû m'axer sur le français qu'on parlait déjà, parce qu'en Égypte, à l'époque, il y avait vraiment une société très cosmopolite, Alexandrie. Et alors, c'était l'espagnol et le français qui ont pris le dessus. Il continue ses études au Valley Forge College de Pennsylvanie. Vous savez, ça, c'était un peu l'idée de ma mère, il faut bien le dire. Elle disait que chez nous, en Bulgarie, à l'époque, on parle d'il y a 70 ans ou comme ça, si un garçon ne faisait pas son service militaire, ça paraissait étrange. Et comme ça, j'ai pu faire une des académies auxiliaires des États-Unis, parce que West Point, c'était seulement par proposition du président des États-Unis, autrement pour les Américains. Mais ça a été une formation intéressante, je dois dire, et un peu de discipline supplémentaire, je crois, m'a fait du bien. Siméon travaille. Il se lance dans les affaires et occupe des responsabilités dans des entreprises prestigieuses. Siméon II rencontre Juan Carlos, l'actuel roi d'Espagne. Il était rentré en Espagne parce qu'ils habitaient en exil au Portugal, mais il était à l'école, je crois que c'était bien à Saint-Sébastien. Donc, au fond, je l'avais vu peu. C'est à partir d'une croisière avec toute la famille, enfin bien d'autres familles, en Grèce en 55, si je ne me trompe pas, ou 54. C'est alors qu'on s'est connus. À partir de là, je dois dire que nous avons grandi ensemble et vu pas mal de choses ensemble, et nous sommes des excellents amis, et nos enfants aussi. Donc c'est quelque chose qui est très très durable.
Le Bulgare Georgi Dimitrov, un protégé de Staline depuis plus de 10 ans, rentre dans son pays où il prend la direction effective du parti. Avec la collectivisation forcée, le régime communiste fait régner la terreur. Il élimine ses opposants en les faisant fusiller. Certains historiens parlent de plusieurs centaines de milliers de personnes, ou bien en les envoyant dans des camps. L'Union soviétique s'installe dans de nombreux pays européens et pendant 45 ans, la Bulgarie va devenir son plus fidèle allié. En 1958, Simeon rencontre à Madrid la jeune aristocrate Margarita Gómez Acebo, qu'il épouse le 20 janvier 1962 à Lausanne. Une cérémonie orthodoxe se déroule le lendemain à Vevey. Le couple aura 5 enfants qui portent des prénoms bulgares, commençant tous par la lettre K. Ça a aussi donné lieu à toutes sortes d'interprétations, je dirais presque kabbalistiques. Or, c'était un pur hasard, et puis qui s'est, si vous voulez, un peu institutionnalisé. Parce que je cherchais un prénom facile à prononcer à l'étranger, mais qui soit quand même bulgare, qui soit attaché à notre histoire. Et c'était le Khan Kardam. Puis quand un autre garçon est né, vu la popularité et aussi la tragédie de mon oncle Kirill, on l'a appelé Kirill. Et puis quand un troisième garçon est venu, on s'est dit, bon, il y a déjà 2 cas, un autre nom historique, Kubrat. Constantin, c'était pour rendre, si je peux dire, la gentillesse du roi Constantin qui m'avait demandé d'être coparrain de son fils. Et alors, de là, et puis ma fille, moi je voulais l'appeler Clémentine, parce qu'en bulgare c'est avec un K, comme arrière-grand-maman, mais ma femme a trouvé que c'était un nom qui en Espagne veut dire un genre de mandarine sans pépins, et en plus un peu vieux jeu. Alors elle m'a dit, ah, cette fille ne se mariera jamais si tu l'appelles Clémentine. Et alors nous avons passé à un nom encore bulgare très joli qui est Kalina. En 1961, la guerre froide se matérialise en Europe par la construction du mur de la honte dans la ville de Berlin. Ce rideau de fer coupe symboliquement l'Europe en 2 parties. Après la mort de Staline et avec le soutien des soviétiques, un homme règne en maître sur le pays, c'est Todor Zhivkov. Il mènera le pays d'une main de fer pendant plus de 3 décennies. Il est prêt à faire de la Bulgarie la 16e république de l'URSS. Le projet restera en suspens car ce n'est pas dans l'intérêt des soviétiques. Les chars russes à Budapest puis à Prague, les pressions sur la Pologne de Solidarność ne troublent pas le moins du monde celui que l'on appelle le tsar rouge de Sofia, où il est l'ombre fidèle des maîtres successifs du Kremlin. En novembre 1989, le mur de Berlin tombe et l'empire communiste qui semblait inébranlable s'effondre. Todor Zhivkov est mis en résidence surveillée et la justice entame un procès factice qui n'aboutira jamais car, entre-temps, il sera gracié en raison de son âge. Ce n'était finalement qu'un coup d'État venant de l'intérieur du parti qui est passé pour un changement démocratique. Malheureusement, la majorité d'entre nous n'a pas compris que pendant que nous manifestions pour la première fois depuis 50 ans, les dirigeants étaient remplacés par les plus jeunes du Parti communiste et le pouvoir politique s'est transformé en pouvoir économique derrière le dos de tout le monde. L'accumulation du capital s'est passée exactement comme en Union soviétique et la révolution criminelle qui s'est faite en Russie à cette époque s'est reproduite chez nous. C'est une des grandes différences avec les transitions dans les autres pays de l'Est comme la Tchécoslovaquie, la Pologne, la Hongrie et même la Roumanie. Je me rappelle que des milliers de Bulgares faisaient des meetings et manifestaient pour des choses importantes, comme par exemple enlever l'étoile rouge placée sur le bâtiment du parti, ou supprimer l'article 1er de la Constitution qui imposait un parti unique. Pendant ce temps, de petits clans parfaitement préparés
planifiait la création d'un système bancaire et mettait sous son contrôle tous les secteurs économiques. Cela passait à l'époque pour une initiative d'ouverture au marché libre. Pendant que la société était déviée vers des objectifs mineurs, ils consolidaient tout simplement leur position et leur pouvoir économique qui s'est ensuite transformé en pouvoir politique dominant. Il y eut une participation active des membres de la sécurité des terrains, tant lors des événements précédents que pour la réalisation du scénario du 10 novembre 1989, qui était de faire tomber Todor Živkov. Ils ont été des acteurs d'autant plus actifs dans les événements suivants. Nombre d'entre eux sont devenus les premiers banquiers, les premiers dirigeants de sociétés commerciales, les premiers propriétaires des médias et les premiers représentants de la Bulgarie auprès des organismes internationaux. Et c'est à ce moment crucial pour la classe politique en Bulgarie et la société bulgare qu'a commencé à germer l'idée du retour possible en Bulgarie du roi Siméon II. Les alternances gauche-droite au pouvoir n'empêchent pas les règlements de compte pour s'emparer du pouvoir économique. La guerre en ex-Yougoslavie permet de nombreux trafics. L'ancien Premier ministre Andrei Lukanov est assassiné devant chez lui. Des banquiers, des hommes politiques et des affairistes véreux auront la même fin. Aucun procès n'a jamais abouti. Après les premières élections pluralistes, le président Gelu Gelev décide de faire établir un passeport bulgare à Sa Majesté Siméon II. En 1992, la Bulgarie était un État démocratique et il était obligé de procéder d'une manière démocratique. C'est pourquoi nous avons donné le passeport à Siméon, comme à tous les autres émigrants du temps du communisme. Que fait donc Sa Majesté Siméon II à Madrid? Il était entièrement plongé dans les problèmes de la Bulgarie. C'était un défilé interminable de citoyens bulgares. Lui trouvait le temps dès tôt le matin et jusqu'à tard le soir pour les recevoir, les écouter, et chacun s'en retournait rempli d'admiration et d'espérance qu'un jour la Bulgarie serait un pays de droit et démocratique. Il leur insufflait espoir et foi. En 1996, 50 ans exactement après avoir été forcé à partir en exil, Sa Majesté Siméon II décide de rentrer en Bulgarie. Les attentes de la population sont énormes à l'égard de cet homme qui apparaît comme un sauveur. L'accueil est triomphal. La foule est immense pour l'accueillir partout où il se rend dans le pays. Dès que son convoi arrive quelque part, les hommes qui s'occupent de sa sécurité rapprochée sont débordés par la ferveur des gens. Les attentes concernant l'arrivée du roi étaient très importantes, étant donné qu'il venait de l'Ouest, qu'il était d'origine noble, qu'il venait de notre passé et qui allait nous montrer un chemin vers l'avenir. Un homme arrive qui parle beaucoup de langues, qui est connu quand même en Europe et dans le monde. La crise économique et sociale atteint un point culminant au cours de l'hiver 1996-97. Il y a des pénuries de pain car les communistes ont vendu les stocks de blé du pays. Les émeutes dégénèrent en affrontements. Succédant aux ex-communistes, la droite revient au pouvoir. Quelques mois après, Siméon revient encore en Bulgarie pour une visite discrète, mais il semble indésirable pour le gouvernement de droite et il repart en Espagne. Il ne reviendra que 4 ans plus tard et il fait une déclaration dans laquelle il annonce qu'il se présente aux élections.
La droite et la gauche sont désagréablement surprises. Le plus grand paradoxe est que la droite anticommuniste était la plus anti-Siméon. Ils avaient goûté au pouvoir et ne voulaient pas le partager. Ils ont invoqué des clauses juridiques compliquant le cas de son retour à l'étranger, qui était en fait un exil, pour qu'il lui soit impossible de se présenter aux élections à la présidence de la République de Bulgarie. Siméon II parvient à surmonter tous les obstacles qui sont dressés devant lui et réussit à faire enregistrer son parti grâce à l'aide de 2 petits partis marginaux. Avant de débuter sa campagne électorale, il effectue une tournée à l'étranger. À Paris, il parle devant la diaspora bulgare à l'Institut français des relations internationales. L'une de mes 2 principales tâches depuis la chute du mur de Berlin a été la promotion de l'image et de la place de la Bulgarie dans les relations internationales. Une réception est organisée dans un salon du Sénat. Le moment est venu, les circonstances sont celles qui sont voulues pour une décision aussi lourde et surtout un sacrifice personnel aussi grand. Et je crois que la confiance de mes compatriotes est là aussi, et ça c'est une des choses les plus importantes pour motiver. Les machinations politico-judiciaires destinées à l'empêcher de se présenter d'abord à l'élection présidentielle puis aux élections législatives se retournent contre leurs auteurs. Partout où il passe dans le pays, il est acclamé avec ferveur. Jour J-1. La campagne électorale est terminée. Selon la Constitution, c'est un jour de réflexion. Sa victoire aux élections est éclatante. Il remporte presque une majorité absolue avec 43% des suffrages exprimés et 120 sièges sur 240. La droite, qui était au pouvoir, fait seulement 18% et la gauche 17%. Toute la classe politique est perturbée. Siméon II accepte de devenir Premier ministre. Accepter, c'est peut-être beaucoup dire. Je n'avais pas le choix au bon sens du mot, vu enfin la grandeur de la victoire. De dire si les gens avaient confiance en moi, ça aurait été vraiment peu loyal de dire bon, moi je reste en arrière-plan et puis je mets quelqu'un à ma place. Et c'est pour ça, mais c'est certainement le poste le plus dur, ça sans aucun doute. Le Premier ministre, le roi Siméon II, prête serment le jour anniversaire de la Constitution républicaine. Il se trouve dans le bâtiment où, il y a environ un demi-siècle, son père, le roi Boris III, prononçait les discours d'ouverture des sessions parlementaires. Quel destin étonnant pour l'enfant roi d'autrefois. Je fais toujours abstraction du côté personnel. Donc j'ai vu ce moment avec une émotion énorme naturellement, mais je pensais aux jeunes, à mes compatriotes jeunes, en disant voilà, c'est votre avenir, mais au fond c'est une culmination à moitié, mais déjà des équipes qui ont commencé depuis 1992 à mener ce chemin vers Bruxelles. Ce que les médias retiennent du programme politique du nouveau Premier ministre, c'est sa promesse de redresser le pays en 800 jours. Ce message accrocheur est rabâché tous les jours. Alors, quant aux 800 jours, ce n'est pas un
chiffre ni magique ni kabbalistique comme certains ont déjà voulu voir. C'est simplement un chiffre qui est économiquement acceptable. De là à dire c'est moi qui vais le réaliser, non, c'est tout le monde. C'est une coalition aussi ample que possible, ou aussi large, ou un esprit de consensus national. Ce sont 7 900 000 Bulgares qui pourront et pourraient faire face à ce défi et se mobiliser tous. Il faut être réaliste, enfin 45 ans, ça ne se couvre pas en 800 jours. Si l'Europe a été étonnée de voir Siméon II prendre le pouvoir, accepter de le prendre en main, l'Europe a également été étonnée de l'entendre dire « Je demande 800 jours ». 800 jours, pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Eh bien justement parce que Siméon II est un économiste. Et qu'il y a une sorte de règle économique qui veut que, quand on prend une entreprise en grande difficulté, au bord de la faillite, eh bien il faut 800 jours, on a calculé, pour avoir fait l'audit de l'entreprise, savoir tout ce qui ne va pas, avoir déterminé les mesures à prendre pour que ça aille mieux, et qu'au bout de 800 jours, l'entreprise redevienne rentable. Mais la Bulgarie n'est pas une entreprise commerciale et les mentalités sont encore imprégnées par des réflexes inhérents à plus d'un demi-siècle de communisme. La droite évincée souhaite ouvertement son échec politique et l'ancien parti communiste qui collabore avec lui au gouvernement n'accepterait pas qu'il réussisse. Ce qui s'est passé à ce moment-là nous a un petit peu inquiétés parce qu'on s'est rendu compte que le parti de droite antérieure disparaissait au profit d'une formation qui, en 3 mois, derrière Siméon, a réussi à conquérir le pouvoir. Donc, tant mieux. Donc, ça a donné un nouvel élan à la Bulgarie. Mais en même temps, le fait que ce qui rassemblait ce parti soit la personnalité de Siméon, qui était universellement estimée, mais qui n'avait pas jusque-là, de véritable expérience politique dans un système parlementaire de ce genre, c'était quelque chose qui nous a, sur le moment, plutôt inquiétés que rassurés. Nous avons été après rassurés par la manière dont Siméon a su conduire son pays vers l'Union européenne, dans les négociations de l'Union européenne, et par sa politique étrangère en général. Il porte toute cette image d'un homme posé, qui a une sagesse, qui a un savoir-faire, et qui peut apporter quelque chose, qui n'apporte pas de dette, qui peut apporter quelque chose à cette nouvelle génération. Et c'est là où il fait la démarche supplémentaire, qui est celle, non seulement il peut apporter quelque chose à la jeune génération qui débarque dans la vie active, mais il les fait venir et il leur donne toutes les responsabilités. Les plus hautes responsabilités étaient occupées sous son gouvernement par des gens de 30 à 35 ans. Ça lui était rapproché à maintes reprises, puisqu'on considérait qu'il n'avait pas d'expérience. Et pourtant, pour moi, je pense que ça a été un des effets les plus bénéfiques pour la Bulgarie, de pouvoir réintégrer la jeune génération. Il analyse la situation avec sa culture occidentale, son expérience d'entrepreneur européen. Il va comprendre très vite qu'il doit composer avec des groupes locaux d'intérêt puissants, de nature politique évidemment, mais également et surtout économique, pour ne pas dire mafieux. Leur puissance au sein même de l'État est d'autant plus forte que l'État bulgare est faible. Quand Siméon est devenu Premier ministre, effectivement, nous nous posions beaucoup de questions sur la Bulgarie. Est-ce que la Bulgarie serait capable de faire les réformes nécessaires pour pouvoir entrer dans l'Union européenne? Elle avait pris du retard, comme la Roumanie, par rapport aux autres anciennes démocraties populaires qui ont pu finalement nous rejoindre en 2004 et qui avaient très largement engagé leurs négociations en 2001. Et nous ne savions pas véritablement si la Bulgarie serait en état de nous rejoindre, disons, dans la première décennie du XXIe siècle. Il y a eu incontestablement un coup d'accélérateur qui a pu être donné sous l'impulsion de Siméon.
Bien que le pays regagne une certaine crédibilité à l'extérieur, les médias bulgares sont très critiques et indiquent avec insistance que la popularité de Simeon II est en chute libre dans les sondages. Très franchement, peut-être l'accumulation de mon passé. Si vous voulez, d'un côté, c'est le roi, de l'autre côté, c'est le Premier ministre de la République. Et au bout de 50 ans d'un système où la monarchie était ce qu'il y avait de plus noir et détestable, je sentais qu'il y avait souvent des préjugés presque insurmontables chez mes interlocuteurs qui ne pouvaient pas voir uniquement le Premier ministre qui essaye de gérer le pays. Et puis il y a l'immense problème de la corruption, du rôle que certaines organisations quasi mafieuses jouent dans l'économie bulgare, et donc on peut le craindre dans la politique bulgare, le fait que l'administration n'est pas encore suffisamment compétente, indépendante et honnête. Au cours des 4 années de son gouvernement, le Premier ministre ne s'est lié avec aucun média. Ne serait-ce pas l'une de ses principales erreurs? Les médias se déchaînent contre lui et son action, comme dit le proverbe « calomnier, calomnier, il en restera toujours quelque chose ». La déception des gens vient plutôt du fait qu'il est très calme, qu'il réfléchit beaucoup au lieu d'agir instinctivement et brutalement. Dans chaque crise économique qui nous tombe sur la tête, les Bulgares rêvent d'une main de fer. Ils se trompent, car une main de fer ne résout rien. Cela ne peut pas résoudre les problèmes économiques, ni changer la mentalité des Bulgares. Avoir de la discipline, de travailler plus pour recevoir plus. La plus grande animosité des Bulgares à l'égard de Simeon II portait sur la restitution de ses biens. Ces biens lui ont été restitués par le précédent gouvernement démocratique et non durant sa législature. La guerre des médias contre cette restitution a commencé et elle est devenue une arme de la campagne électorale, menée avec haine de la part des ex-communistes qui étaient devenus ses partenaires de coalition. J'ai vécu parfaitement bien, je refais ma vie grâce à Dieu en travaillant beaucoup. J'avais oublié réellement, pendant 55 ans, c'est bien. Donc c'est certainement pas un motif. D'ailleurs, je crois que je vivais bien plus tranquillement avant de rentrer ici, si on veut dire que je suis rentré que pour ça. S'il y a des personnes avec des mentalités vicieuses, c'est leur problème. C'est difficile à expliquer les raisons, les causes de ce désamour qui a suivi son élection en tant que Premier ministre. Seule l'histoire pourra juger les gens et les phénomènes, les événements historiques. Pour un roi, le destin, c'est d'être roi. Siméon a toujours été, s'est toujours comporté comme un roi. Dans le sens positif, très positif du terme. C'était le père d'une nation. C'est quelqu'un qui aime profondément son peuple. Mais une question qu'on peut se poser, est-ce que ce roi, devenu Premier ministre, peut être obligatoirement et nécessairement un bon Premier ministre? Pour les ex-communistes, quand le roi aurait accompli son travail, il reviendrait au pouvoir. Il devait donc être prouvé que Siméon était un voleur, qu'il volait comme tous les autres. Et comme on n'a pas pu prouver qu'il avait volé quelque chose, on a alors dit qu'il était venu ici pour prendre ses biens et repartir. Tout cela est très typique d'une mentalité de gens blessés. Alors qu'il critique Simeon II pour la récupération de ses biens, les médias ne se posent surtout pas la question de savoir comment certains individus, souvent issus des rangs des anciens services secrets communistes, sont devenus les hommes les plus riches du pays. La presse est possédée depuis des années par des gens liés à l'ancien parti communiste
que l'on appelle les oligarques. Les nouveaux riches ne peuvent pas être inquiétés parce que tous les médias, leurs rédacteurs en chef sont avec eux. Ce serait absurde. Un homme d'affaires qui s'est enrichi en bandit, dont les enfants travaillent chez eux, dans des business communs. Comment ce rédacteur en chef pourrait oser commencer une enquête d'investigation? Ce serait du suicide, une chose impossible qui ne se fera jamais. La dureté de la vie politique n'empêche pas le Premier ministre de vivre quelques heureux événements familiaux. Il marie sa fille Kalina en Bulgarie. C'est l'occasion de faire venir à Sofia ses amis vivant en Europe et les représentants de quelques familles princières. La cérémonie religieuse se déroule selon le rite catholique et orthodoxe. La Bulgarie adhère à l'OTAN en 2004. Après avoir été l'un des plus fidèles alliés de l'Union soviétique au sein du pacte de Varsovie, la Bulgarie rejoint le système de défense de l'Occident. Avant la chute du mur de Berlin, qui aurait pu imaginer cette ironie de l'histoire? L'ancien roi de Bulgarie et le président de la République, issu de l'ex-parti communiste, scellent cette nouvelle alliance. Le 25 avril 2005, à Luxembourg, est signé le traité d'adhésion à l'Union européenne de la Bulgarie et de la Roumanie. Là encore, l'instant est plus que symbolique. C'est Simeon II et le président de la République qui signent ensemble le traité. Étonnant destin. Éclatante revanche et raccourci saisissant d'une histoire plus que tourmentée. L'ancien enfant roi fait adhérer son pays à l'Union européenne après 45 ans de communisme. C'est certainement une belle revanche, un beau symbole. Alors c'est plus qu'un symbole, parce que sans lui, clairement, la négociation ne se serait pas déroulée aussi bien ou n'aurait pas abouti à ce moment-là. Il était en charge des destinées de son pays. Mais c'est aussi, en effet, un formidable symbole. Siméon de Saxe-Cobourg est avec quelqu'un comme Otto de Habsbourg, un homme qui a su changer de siècle après avoir eu une existence extraordinairement marquée par les tragédies du XXe siècle. Et ce que je trouve tout à fait extraordinaire de la part de personnalités de cette dimension, c'est qu'ils ont été capables de comprendre que le monde avait complètement évolué, que nous étions maintenant dans un monde démocratique, sur un continent apaisé, qu'on ne devait pas oublier, bien entendu, les tragédies de l'histoire, mais qu'il fallait les surmonter. Le meilleur moyen de les surmonter, c'était de travailler ensemble avec les pays voisins anciennement ennemis et aussi de trouver les moyens de tourner la page terrible de la période communiste. Et pour ça, je crois que non seulement la Bulgarie, mais toute l'Europe peut être très redevable à Siméon. Bien que tous les médias et la classe politique essayent de l'écarter, son mouvement politique arrive en seconde position. Un gouvernement de coalition est formé avec les ex-communistes. Ce que le roi a réussi à faire, tout d'abord, qu'il a supprimé le modèle bipolaire gauche-droite. Tout le monde le reconnaît. Il a introduit un nouveau ton dans les débats au Parlement. Avant cela, ce n'était qu'une boucherie de gens prêts à s'entretuer en oubliant qu'ils sont bulgares.
Il a apporté plus de noblesse, moins de bavardage, plus de réflexion, un modèle modéré de comportement. Ainsi, quoi qu'on en dise, le côté positif de son arrivée est qu'il a donné une nouvelle image de la Bulgarie, surtout vis-à-vis de l'Europe. Valéry Giscard d'Estaing remet à Siméon II les insignes de grand officier de la Légion d'honneur dans les locaux de l'ambassade bulgare à Paris. Ancien Premier ministre de Bulgarie, au nom du président de la République, je vous élève à la dignité de grand officier de la Légion d'honneur. Cette cérémonie n'est-elle pas le symbole d'un beau précipité historique comme l'histoire en voit peu? Une république honore un ancien roi d'une décoration créée par un empereur pour sa contribution comme Premier ministre d'un ancien pays communiste à la construction européenne. Oui, enfin, c'est tout à fait évident. La France récompense ou salue, dites comme vous voulez, les gens avec qui elle entretient un dialogue positif et qui partagent ses valeurs. Alors, le roi Siméon est de culture européenne, notamment française. C'est un homme très cultivé. Il était d'ailleurs apparenté, il est apparenté aux familles régnantes de l'ensemble de l'Europe, et en particulier du sud européen, puisque sa mère appartenait à la famille royale d'Italie, comme vous le savez. Et il a toujours eu un positionnement pro-européen, en fait. Donc c'était au fond un ami de la France qui, comme Premier ministre de Bulgarie, d'abord il y a eu des échanges de toute nature, les activités se sont développées. La France est un pays qui a beaucoup investi en Bulgarie, et donc c'était un chef de gouvernement, c'est en tant que chef de gouvernement qui avait travaillé au resserrement des liens entre la Bulgarie et la France. Alors il y avait derrière, naturellement, ce côté évocation de cet enfant roi devenu Premier ministre. Malgré certaines critiques de Bruxelles, la Bulgarie devient enfin membre à part entière de l'Union européenne début 2007. Même s'il n'est pas encore achevé, le changement a été long et difficile, mais le vieux rêve de la Bulgarie, retrouver sa place en Europe, est désormais atteint. C'est les efforts de tout le monde, des gouvernements qui étaient au pouvoir dans cette période de 20 ans, qui est quand même un bouleversement, non seulement de notre société, mais de la société européenne. Le changement, métamorphose ou différence, si on pense ce qu'était la Bulgarie il y a 20 ans et maintenant, c'est presque méconnaissable. Malgré les difficultés, malgré tout ce qui aurait pu être fait, qui n'a pas été fait peut-être. Si on me demandait de choisir un terme pour définir la personnalité de Siméon de Saxe-Cobourg-Gotha, celui que je retiendrai, c'est celui de noblesse. Non pas noblesse de filiation, ça va de soi, mais noblesse de comportement, noblesse d'attitude devant les circonstances que traversent, heureuses ou malheureuses, ces circonstances que traverse inévitablement un Premier ministre dans sa vie publique. C'est un grand homme. C'est un homme qui a suscité et qui suscite beaucoup d'espoir. C'est l'homme d'une époque. C'est l'homme qui symbolise l'État bulgare dans son passé, dans son actualité et certainement dans son avenir aussi. C'est un homme qui laissera une empreinte certaine, très importante dans l'histoire de notre pays. C'est un homme qui aura eu un grand destin. Deux décennies après la chute du mur de Berlin, 7 monarchies constitutionnelles et 20 républiques européennes réalisent les rêves de millions de gens qui avaient été séparés par un rideau de fer entre l'Est et l'Ouest. Ces pays bâtissent une Europe pacifique et prospère. Un vieux pays européen comme la Bulgarie a évidemment retrouvé sa place en Europe grâce notamment à son ancien roi. Et à mon avis, moi je suis déjà d'un certain âge et ce n'est pas
évident que je puisse voir ça, mais je dis qu'un autre défi pour notre société et pour nous-mêmes, c'est d'être bien préparé et à la hauteur dans 10 ans, lorsque le tour viendra que la Bulgarie préside l'Union européenne pour 6 mois. L'histoire dira dans quelle mesure l'action de l'ancien monarque aura aidé à consolider la République, ce qui serait un autre paradoxe du destin hors du commun de ce roi devenu Premier ministre. Après avoir exercé la charge de Premier ministre pendant 4 ans, Siméon de Saxe-Cobourg-Gotha a perdu les élections et son parti a quasiment disparu aujourd'hui de la scène politique. En 2009, il a été remplacé dans cette fonction par Boyko Borisov, son ancien garde du corps, qu'il avait nommé secrétaire général du ministère de l'Intérieur. Borisov a par la suite été élu maire de la capitale, Sofia, et a créé son propre parti. Fin 2011, la Commission européenne critique toujours dans ses rapports le manque de réformes dans le système judiciaire bulgare, la corruption rampante et la criminalité organisée. Pour ces raisons, plusieurs pays européens refusent de faire entrer le pays dans l'espace Schengen.